Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes chers étudiants, c'est la 5e partie du chapitre 17, loi de Newton. À la fin de cette partie, vous serez capable de définir un corps en chute libre et déterminer son accélération. Rappelons-nous les idées principales des vidéos précédentes. On a défini l'inertie, on a énoncé la première loi de Newton et la deuxième loi de Newton. Commençons par notre objectif. Si on a un marteau de 1 kg et une petite légère boule, on va lâcher les deux ensemble de la même hauteur et en même temps. Selon vous, lequel atteindra en premier le sol? Pensez-vous que les objets lourds tombent plus vite et que le marteau va atteindre le sol en premier? Laissons-nous voir. En fait, on trouve que les deux objets tombent avec la même vitesse et touchent le sol en même temps. Comment et pourquoi? Suivez avec moi pour répondre à cette question plus tard dans cette vidéo. Maintenant, si on prend une plume et le marteau de 1 kg et on les laissera tomber ensemble. Dans ce cas, lequel atteindra en premier le sol? Laissons-nous voir encore. On trouve que le marteau de plus grande masse arrive le premier au sol. Mais est-ce que cela signifie que les objets les plus lourds tombent plus vite? Pour savoir si c'est vrai, allons-y pour faire cette expérience simple ensemble. J'ai besoin que vous préparez deux papiers identiques afin de suivre avec moi. Vous êtes prêts? Sinon, arrêtez la vidéo et préparez votre matériel expérimental. Vous êtes prêts maintenant? Allons-y. Gardez le premier papier avec sa forme régulière et déchirez le deuxième papier en deux parties. Prenez une partie et la déformez comme vous voyez. Alors la partie déformée du papier ayant une masse plus petite que le papier complet. Maintenant, lâchez les deux papiers de la même hauteur et en même temps. Lequel atteindra le sol en premier? On trouve que le papier déformé ayant la plus petite masse, dans ce cas, atteint le sol avant. Alors, en fait, la masse n'affecte pas le mouvement d'un corps en chute. Mais comment peut-on interpréter ce résultat? En fait, ce qui joue un rôle important dans ce cas, c'est la force de frottement ou bien la résistance de l'air. Le papier plat a une plus grande surface, pour cela il est soumis à la plus grande force de la résistance de l'air, ce qui ralentit son mouvement. Mais qu'attendez-vous si cette expérience a été réalisée dans le vide, où il n'y a pas d'effet de la résistance de l'air? À votre avis, lequel peut-il arriver le premier? Croyez-vous que les deux peuvent être tombés avec la même vitesse et atteindre le sol en même temps? Pour répondre à toutes ces questions, laissons-nous observer ces deux expériences d'une plume et d'une boule de bowling en présence et en absence de l'air. Puis, on va tirer une conclusion. Commençons par la première expérience où l'air existe. Cette vidéo est extraite de l'expérience réalisée par Brian Cox dans la plus grande chambre à vide du monde. On a pris un objet lourd comme une balle de bowling et des plumes très légères qui seront lâchées à partir de la même position et en même temps pour voir laquelle va tomber la plus vite. Cette fois-ci, les plumes sont tombées au sol à un rythme plus lent que la boule de bowling, alors la boule de bowling atteint le premier. Mais quelles sont les forces extérieures agissant sur chacune d'elles? Chaque objet est soumis à son poids et à la résistance de l'air. Maintenant, la même expérience est répétée après avoir évacué l'air de la chambre. Quel objet atteindra le sol en premier? Pensez-vous que c'est la balle de bowling encore? Regardons à nouveau avec Brian Cox. Les plumes et la boule de bowling sont lâchées à partir de la même position en même temps. Voyons, vous pouvez bien observer leur mouvement filmé au ralenti. Que peut-on dire de leur position et de leur vitesse à chaque instant? Vous remarquez qu'ils s'accompagnent tout le long de la chute pour arriver ensemble. Attendez-vous ce résultat? Malgré leur masse et leur forme différentes, les deux objets ont la même position et la même vitesse à chaque instant. Mais quelles sont les forces agissant sur chaque objet dans cette expérience?
Il n'y a pas de résistance de l'air et chacun est soumis à son poids seulement. Pour cela, leur chute est alors appelée chute libre. Donc, on définit un corps en chute libre tout objet qui tombe sous l'action de son poids seulement. Et d'après cette observation expérimentale, on peut tirer comme conclusion que tous les corps en chute libre tombent avec la même vitesse, quelle que soit leur masse, leur forme, leur taille et leur densité. Retournons maintenant à l'expérience de la boule et du marteau. Même en présence de l'air, les deux tombent à la même vitesse et arrivent en même temps au sol. Mais pourquoi? C'est parce que dans ce cas, la résistance de l'air sur les deux objets peut être négligée par rapport à leur poids. Donc, les deux objets sont soumis seulement à leur poids et sont considérés alors en chute libre. Tandis que dans le cas de la plume, qui est si légère, on ne peut pas négliger la résistance de l'air par rapport à son poids. Et par suite, la plume n'est pas considérée en chute libre. Mais est-ce qu'on peut trouver le même résultat théoriquement comme expérimentalement? Pour étudier ce mouvement, on va appliquer la deuxième loi de Newton, où la somme des forces extérieures agissant sur l'objet doit être égale à ma. La seule force agissant sur un corps en chute libre est son poids. Alors, P est égal à ma. Comme P est égal à mg, alors mg est égal à ma. Divisons les deux côtés par m, alors on obtient que l'accélération est égale à g. Cette expression montre que l'accélération est indépendante de masse. Donc, le mouvement ou l'accélération du corps en chute libre est indépendante de la masse et de toute grandeur physique liée au volume ou à la forme, ce qui est en accord avec l'expérience. Donc, tous les objets en chute libre tombent avec la même accélération qui est égale à g, sous l'action de la force gravitationnelle seulement. Pour cela, g est appelé l'accélération de la pesanteur ou l'accélération gravitationnelle. En vérifiant l'unité de g, g est en newton par kilogramme. Mais l'unité de newton est équivalent à kilogramme mètre par seconde au carré d'après la deuxième loi de Newton. Alors, si on remplace newton par kilogramme mètre par seconde au carré et si on simplifie les kilogrammes, on obtient que l'unité de g est le mètre par seconde au carré, alors g ayant l'unité d'une accélération. Ce qui signifie que pour g est égal à 9,8 mètres par seconde au carré, la vitesse d'un objet en chute libre augmente de 9,8 mètres par seconde chaque seconde durant son chute. Et par suite, le mouvement d'un corps en chute libre est donc mouvement rectiligne uniformément varié. Il est bon de savoir qu'un objet en chute libre ne signifie pas nécessairement qu'il tombe au sens habituel du terme. Voyons quelques exemples des objets en chute libre. On a le mouvement vertical d'un objet vers le bas, le mouvement vertical d'un objet vers le haut. On a aussi le mouvement curviligne d'un objet lancé obliquement ou horizontalement. Et en plus, encore le mouvement des satellites est considéré comme chute libre. En négligeant la résistance de l'air et toutes les forces exercées par le Soleil et les autres planètes, tous ces exemples, les objets sont soumis seulement à leur poids, donc ils sont en chute libre. Dans cette année, nous sommes responsables seulement à l'étude de chute libre verticale d'un objet. On a distingué 3 cas de mouvement vertical vers le bas sans vitesse initiale où l'objet est seulement libéré, mouvement vertical vers le bas avec vitesse initiale, mouvement vertical vers le haut, bien sûr, avec une vitesse initiale. Notons que l'accélération d'un objet en chute libre est indépendante de sa vitesse initiale. Dans notre étude, souvent on néglige les forces de frottement, sauf au cas des indications contraires. Passons maintenant à cette application concernant la chute libre. On a un garçon lance une petite boule verticalement vers le haut avec une vitesse verticale V0 de module 4 mètres par seconde à une hauteur de 1 mètre du sol. Négliger la résistance de l'air et prendre G est égal à 10 mètres par seconde au carré pour simplifier le calcul, l'origine d'espace est le point de lancement O, l'axe des Y orienté positivement vers le haut
et l'instant de lancement est pris comme origine de temps à t0 est égal à 0. La boule est en chute libre, justifiée. Tout simplement puisqu'elle est soumise à son poids seulement. La partie 2. Déterminer l'accélération de la boule durant son mouvement. Pour déterminer l'accélération de la boule, on a besoin d'appliquer la deuxième loi de Newton, où somme de forces extérieures agissant sur la boule est égale à M1. La seule force extérieure est le poids, alors Mg est égal à M1, simplifié par M de deux côtés, alors le vecteur accélération est égal à G, qui est égal à moins 10 J, puisque le vecteur G est dirigé toujours vers le bas et on prend dans notre cas le sens positif de l'axe des Y vers le haut. Alors le vecteur accélération est dans le sens négatif est égal à moins 10 mètres par seconde au carré. La partie 3, l'accélération varie-t-elle si la boule lancée est plus lourde ou plus petite? Comme on a déjà vu, non, l'accélération reste la même puisqu'en chute libre, elle est indépendante de la masse et du volume. Dans la partie 4, on nous demande de déduire la nature du mouvement de la boule durant la phase ascendante et la phase descendante. On a dans les deux phases la trajectoire est rectiligne et l'accélération est égale à moins 10 mètres par seconde au carré qui est une constante. Alors le mouvement est mouvement rectiligne uniformément varié. Rappelons-nous que toujours le vecteur vitesse a le même sens du mouvement. Alors, durant le mouvement ascendant, le mouvement est dans le sens positif de l'axe des Y, alors V est positif et l'accélération A est négative, alors le produit de A, V est négatif, donc le mouvement est rectiligne uniformément décéléré. Maintenant, après avoir atteint sa hauteur maximale, la boule va rebrousser son schéma avec un mouvement descendant. Alors, elle se déplace dans le sens négatif de l'axe des Y et par suite, V est négative et l'accélération est encore négative, alors le produit de A fois V sera positif et donc le mouvement sera mouvement rectiligne uniformément accéléré. Maintenant, dans la partie 5, calculez le temps mis par la boule pour atteindre sa hauteur maximale au point S. Durant le mouvement ascendant de la boule, sa vitesse va diminuer jusqu'à atteindre sa hauteur maximale ou sa vitesse s'annule. Alors, retenons bien qu'à la hauteur maximale d'un mouvement vertical, la vitesse devient nulle. Donc, au point S, Vs est égal à 0. Maintenant, puisque le mouvement est mouvement rectiligne uniformément varié, alors l'équation horaire de la vitesse est V égale à T plus V0, où Vs est 0, A l'accélération est égale à moins 10 et V0 est égal à 4 mètres par seconde par donnée. Alors on obtient que Ts est égal à 0,4 secondes. La dernière partie, déduire par rapport au sol la hauteur maximale atteinte par la boule. Pour déterminer la hauteur maximale, on a besoin d'utiliser l'équation horaire de la position, mais on va l'écrire comme y égale 1 demi at carré plus b0t plus y0, puisque l'axe du mouvement dans notre cas est l'axe des y et pas l'axe des x. Maintenant, pour trouver y maximal, on remplace t par le temps mis pour atteindre la hauteur maximale qui est Ts est égal à 0,4 secondes d'après la partie précédente. A est égal à moins 10, y0 est 0 car l'origine d'espace O est le même point de lancement, alors on obtient que y maximal est égal à 0,8 mètres. Mais c'est la position maximale par rapport à l'origine. Pour trouver la hauteur maximale par rapport au sol, on doit ajouter la hauteur du point de lancement à partir du sol qui est 1 mètre. Ce qui nous donne que H maximal atteint par la boule est égal à Y maximal plus 1 mètre qui nous donne 1,8 mètre. Finalement, dans cette vidéo, on a vu qu'un objet est dit en chute libre s'il tombe sous l'action de son poids seulement. Lors d'une chute libre, le mouvement ne dépend pas de la masse et de la forme de l'objet. Tous les corps en chute libre tombent avec la même accélération égale à l'accélération gravitationnelle G et leur mouvement est donc mouvement rectiligne uniformément varié.
C'est la fin de la partie 5 du chapitre 17. Merci pour votre attention et au revoir.